C'est le journal de Rémi Danginou. Je suis Rémi Danginou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous connaissez le principe de notre journal, des cartons pour apprécier l'actualité de la semaine, un dossier pour nous mettre au cœur des discussions et des enjeux de notre communauté, de notre société, et un débat avec bien sûr des questions à la une, avec pour cette fois-ci un débat qui sera mené par Innocent Soulama. Pour la question du carton, nous aurons aujourd'hui plutôt deux cartons, deux verts et un jaune. Maintenant, il est temps, mesdames et messieurs, de découvrir nos cartons de la semaine. Excellente soirée avec nous. Le carton vert d'aujourd'hui, je veux le donner à un confrère. Il s'agit du journal Le Reporter, directeur de publication Burema Ouedraogo. Et le journaliste qui est en cause aujourd'hui, c'est Ladji Bama. Ladji Bama a été plusieurs fois lauréat du prix du RENLAC sur l'enquête, notamment parce que Le Reporter et d'autres journaux de la place sont devenus experts en la matière. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui et ce qui motive notre carton vert, c'est que le 23 juillet dernier, le tribunal de Ouagadougou a condamné Le Reporter, notamment son directeur de publication Burema Ouedraogo, à 3 mois de prison ferme avec 300 000 francs d'amende. De quoi s'agit-il? Je vais d'abord narrer un peu cette histoire-là afin de vous donner mon appréciation. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2009, Le Reporter s'est intéressé à un sujet. Il s'agissait d'un monsieur qui était fournisseur papetier libraire, qui a été approché par quelqu'un d'autre, notamment un agent de la Sonabel, et qui lui a dit en substance que du côté de Koudougou, le lycée provincial de Koudougou, voulait donc acheter du matériel. Est-ce qu'il était intéressé? Notre ami donc papetier, qui fait un peu tout, comme tous les jeunes de Ouagadougou qui se battent dans ce domaine-là, a accepté. Et on lui a proposé donc 2 bons du trésor, 2 chèques donc signés contre 2 bons de commande, et il a livré à peu près pour 9 millions de matériel. Et depuis cette période-là, il court après le remboursement de son argent. Son avocat, c'est Maître Bouyem. Et c'est cet avocat-là qui est allé en justice accusant donc le reporter de diffamation. La diffamation, elle porte sur quoi? La diffamation, elle porte sur le fait que le reporter ait dit, en substance, que Maître Bouyem était intéressé plus par l'argent que par le résultat de l'enquête. 2 éléments pour étayer les propos du reporter. Le premier élément, c'est que Maître Bouyem, dans cette affaire-là, a décidé d'assigner l'État, alors que tout le monde sait qu'au niveau de la décentralisation, les lycées, un certain nombre, les lycées municipaux sont gérés par les municipalités. Deuxième élément qui est important, c'est que lorsque l'on a une situation de conflit avec une administration, notamment l'État, il y a un cadre de conciliation d'abord. Et lorsqu'on passe un marché avec l'État, vous avez un contrat qui est signé. Dans le cas d'espèce, aucun contrat n'a été signé, il n'y a pas eu non plus conciliation. Donc, à tous les niveaux, lorsque notre commerçant, qui a été plumé donc par l'intendant du lycée municipal, s'est retrouvé devant les juridictions, premièrement, on lui a dit, ce n'est pas l'État qui est concerné, et deuxièmement, lorsque il s'agissait cette fois-ci de la commune de Koudougou et du lycée municipal, on a dit, mais oui, mais il y a d'abord un niveau de conciliation que vous n'avez pas fait. Résultat, notre commerçant malheureux s'est retrouvé à payer un certain nombre d'argent à son avocat, qui a ensuite été pris en compte par un autre huissier véreux, etc. Aujourd'hui, on accuse le journal Le Reporter, son directeur de publication et l'auteur de l'article Ladji Bama d'avoir diffamé Maître Bouyem. D'après ce que la SEP dit, la Société des éditeurs de presse, ils ont, durant le procès, apporté les preuves de ce qu'ils disaient. Mais semble-t-il, on a voulu faire l'exemple comme a laissé entendre un des magistrats pendant ce procès-là. Il fallait donner un exemple. Cette condamnation est totalement anachronique et contre le sens de notre histoire. Il y a quelques jours à peine, le Conseil des ministres a décidé de dépénaliser les délits de presse. L'avocat dont il s'agit, est-il allé en justice et condamné parce qu'il n'avait pas bien fait son travail? Est-ce que Maître Bouyem, parce qu'il avait plutôt appelé à faire condamner l'État plutôt que la commune de Koudougou et la municipalité, a payé quelque chose à son client parce qu'il s'est trompé? Est-il allé en prison pour cela? On demande aux journalistes d'aller en prison parce qu'ils auraient écrit quelque chose qui aurait sali l'honneur de quelqu'un. Encore dans le cas d'espèce, je rappelle que la SEP dit qu'ils ont apporté les preuves. Il y a vraiment quelque chose à revoir à ce niveau-là. Tout le monde dit, notre justice est corrompue. Et ceux qui me suivent, vous pouvez simplement repartir, taper sur tous les moteurs de recherche, affaire Maître Bouyem contre le reporter, et vous verrez la narration qui en est faite. Et vous comprendrez que, aussi bien au niveau du monde judiciaire, aussi bien au niveau de la magistrature, aussi bien qu'au niveau des huissiers, il y a eu des lacunes dans ce procès-là. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Alors si on veut faire un exemple, que l'on condamne ceux qui ont vraiment fauté. Et à ce niveau-là, il faudrait que les avocats également regardent de leur côté. Lorsqu'un avocat fait une erreur,
lorsqu'il ne choisit pas la bonne personne à mener en justice et que son client se retrouve à payer pour faire appel, que son client se retrouve à corrompre un huissier pour pouvoir faire appliquer cet appel-là, est-ce que cet avocat-là n'est pas passible également d'une peine? Il y a des choses à se demander. Moi, mon carton vert, je voudrais remercier et encourager le reporter. Pendant des années, ce bimensuel-là a participé à créer une opinion publique. Ils sont plusieurs fois lauréats du prix Renlac sur la lutte contre la corruption. Je pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt mériter et dire que ce journal-là a la chance et la volonté de faire avancer le progrès dans notre pays et leur reconnaître cela. Carton vert à mes collègues du reporter, ce n'est pas en toute confraternité, c'est simplement un observateur de la scène politique de notre pays. Il faut un travail qui mérite d'être véritablement félicité. Merci messieurs et bon vent. Le deuxième carton vert de cette journée. Le procureur, au niveau donc de la haute cour de justice, il s'agit donc de M. Armand Ouedraogo, a donné une conférence de presse le 7 août dernier. Il est important de rappeler que très souvent, dans les situations de procès où l'État, ou plutôt les différentes parties sont engagées, rarement on ne voit les procureurs sortir et se prononcer, alors que c'est de leur fait de le faire. Regardez ce qui se passe lorsque la gendarmerie interpelle un délinquant ou un supposé délinquant. C'est les gendarmes qui organisent la conférence de presse, alors que les gendarmes sont des officiers de police judiciaire et qu'ils ne peuvent pas le faire sans l'autorisation d'un procureur. Dans le cas d'espèce, il faut que le procureur prenne la parole. Mais pendant longtemps, les procureurs se sont cachés, ne voulant pas s'assumer. Et là, nous avons un procureur, Armand Ouedraogo, qui est procureur donc à la haute cour de justice, qui fait une conférence de presse dans laquelle il dit un certain nombre de choses intéressantes. Première chose qu'il dit, c'est qu'il y aura des dossiers, notamment sur les mises en accusation faites par le CNT, qui seront jugés avant la fin de la transition. C'est une chose extrêmement importante. On aurait eu, dans ces 12 mois-là, au moins un début de justice pour réparer ce que certaines personnes ont fait de notre État. Il dit aussi une deuxième chose importante. Il est parfaitement saugrenu de penser que le président Compaoré peut échapper à la justice, notamment à cause de cette loi d'admissible votée et qui courait jusqu'en 2012 lors de son application, effectivement. La loi disait en substance que sont amnistiés les chefs d'État de la création du Burkina de 1960 jusqu'à l'adoption de la loi, et cela c'était en 2012. Alors on peut se demander qu'il faut féliciter effectivement ce procureur-là. Parce que, un, il fait l'œuvre utile, il fait ce que tous les procureurs en charge d'un certain nombre de dossiers doivent faire, communiquer et donner l'information juste à la population. Deuxièmement, il nous apprend quelque chose de majeur. Il y aura des jugements. C'est vrai que sur les questions collectives, il y a 10 dossiers qui ont été enrôlés le 4 août dernier. Sur les questions collectives, il y a bien sûr les accusations faites contre le dernier gouvernement de Blaise Compaoré, notamment ceux qui ont assisté au Conseil des ministres, Luc Aldov Thiaw et le président, pour notamment violation de la Constitution et d'autres éléments dont je tairai le nom. Mais il y a 9 ministres qui sont mis en cause pour des questions qui sont pour moi des questions quasiment de droit commun. Il y a des détournements, une mauvaise utilisation des fonds, etc. Et ça, les enquêtes avaient déjà été faites par la gendarmerie, puisque certaines personnes avaient déjà été mises en garde à vue. Les enquêtes avaient été en partie faites par l'ARCE, à la demande du Premier ministre de l'époque. Parfois, c'est Luc Aldov Thiaw même qui a demandé ces éléments-là. Donc, on ne peut que féliciter ce procureur de la Haute Cour de justice pour cette initiative de communication, mais également cette satisfaction que l'on tire, que ces 12 mois de transition ne seront pas simplement des 12 mois de verbillage et qu'au final, des personnes seront sanctionnées. Messieurs de la Haute Cour, félicitations, carton vert à vous. Alors, l'autre carton d'aujourd'hui, c'est le carton jaune, on va le découvrir. Je voudrais donner un carton jaune à tous nos amis orpailleurs. Vous savez, il y a dans l'exploitation minière une organisation industrielle et puis il y a cette organisation exploitation artisanale qu'on appelle l'orpaillage. Et depuis des années, il y a comme une loi de la jungle dans cet espace-là. Ces messieurs font à peu près tout ce qu'ils veulent. C'est eux qui, dans certaines zones, notamment dans les environs de Gawa, interdisent aux maires d'avoir accès à ces espaces-là. La police quasiment n'y a pas accès. C'est eux également qui vont parfois violer la loi sur la législation concernant ce domaine-là. Ce qui s'est passé à Djibo en début de semaine avec ce site-là qui s'est effondré et qui a fait 2 morts, cette question-là est essentiellement due à cette volonté manifeste de ces orpailleurs-là de ne pas respecter la loi. Au-delà du fait que parfois
ils sont manipulateurs des populations. Au-delà du fait que parfois, et comme dans toutes les zones minières du monde, ils amènent avec eux un certain nombre d'éléments prohibés de la société, drogue, alcool, sexe, etc., etc., il y a le fait très symbolique qu'ils ne veulent pas respecter la loi. Et j'aurais pu donner le carton jaune également à notre administration publique, parce que le ministère des Mines et le ministère de l'administration territoriale sont en devoir de faire respecter la loi. Mais il y a des organisations, il y a des personnes qui sont les promoteurs de ces orpailleurs-là, des personnes qui achètent cet or-là. Il faut qu'on accepte de mettre un peu de probité dans ce qu'on est en train de faire. Ces hommes qui meurent là sont à la recherche de leur pain, certes, mais on a besoin également dans un État de respecter ce que l'on dit. On a défini des périodes durant lesquelles il est hors de question d'avoir ces exploitations-là, notamment parce que les conditions de sécurité ne sont pas garanties. Lorsque vous avez ces tunnels qui sont creusés, qui sont soutenus par des poutres en bois, mais du bois vraiment de bas qualité, lorsque vous avez ces personnes qui descendent à des profondeurs extrêmement intéressantes en termes d'effort physique, mais extrêmement dangereuses en termes de survie, et qu'il y a de l'eau, et que tout ça peut s'affaisser à un moment ou à un autre, notre État était en droit de dire fermer ses mines en attendant. Et elle le fait. Malheureusement, ces hommes refusent de faire appliquer la loi. Et derrière ces personnes qui meurent là, mon appel, c'est surtout ces gros bonnets qui tirent les ficelles, qui, elles, dans l'ombre, rachètent l'or, donnent les moyens à ces personnes d'aller creuser et qui ferment les yeux volontairement par appât du gain, par vice véritablement de l'argent sur ce qui peut arriver à ces personnes-là. Il y a des associations d'orpailleurs, il est temps qu'elles regardent véritablement en leur sein pour que demain, on ne dise pas que l'on donne simplement notre terre à exploiter à des étrangers, mais lorsqu'on l'exploite nous-mêmes, on garantisse qu'elle permette à des Burkinabés de vivre en bonne santé. Carton jaune aux différents orpailleurs et aux associations, mais également aux personnes qui derrière tirent les ficelles. Le dossier de cette journée, il va nous concerner tous. Nous sommes en août, nous sommes en pleine période pluvieuse. Regardons maintenant ce que le dossier nous propose. Le dossier d'aujourd'hui va nous ramener au 1er septembre 2009. À cette époque-là, bien sûr, nous avons tous été surpris par l'ampleur des dégâts que cela a occasionné. Il a plu quasiment pendant 6 heures de temps et au final, on a eu Ouagadougou, mais d'autres régions de Burkina, totalement inondées. Il y a eu des morts, il y a eu des destructions. Et au niveau donc de certaines zones dites des zones inondables, l'État s'est engagé à trouver des solutions. On a donc en partie délogé des personnes, leur demandant d'aller s'installer notamment à Yagma. Il y a des promesses qui ont été faites. On leur a donné parfois quelques tôles, quelques ciments. Mais aujourd'hui, ces zones-là sont toujours occupées. Et au niveau de Yagma, les personnes qui ont été installées disent qu'elles attendent toujours l'aide de l'État pour que l'État finisse enfin par accomplir ce qu'il avait prévu. À Yagma, par exemple, dans cette zone-là, un seul établissement pour mettre les enfants et les scolariser, notamment au niveau primaire. Est-ce que c'est suffisant? Des questions sont à poser et le reportage que je propose de suivre fait l'état de cette situation. Site de relogement des sinistrés à Yagma. Cet espace a été aménagé en 2009 pour accueillir les victimes de l'inondation du 1er septembre de la même année. Un site situé à environ une vingtaine de kilomètres du centre-ville. C'est dans des logis pareils que les premiers arrivés sur les lieux ont abrité avant l'adressage du site. Même s'ils préfèrent ces lieux à leur ancienne zone, les habitants du site disent attendre désespérément les promesses à eux faites. Bien avant que nous n'arrivions ici, les autorités nous ont fait de nombreuses promesses. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous attendons leur réalisation. Certes, nous avons eu des parcelles, mais nous attendons toujours les accompagnements promis, ce qui fait défaut. On est mieux ici qu'à Zongo, notre quartier d'origine. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Nous avons toujours presque les mêmes soucis. Actuellement, ma maison veut s'écrouler. Les difficultés pressantes jusqu'alors sont notamment l'enclavement de la zone, l'éducation, l'eau et la santé. Il n'y a pas assez de voies de désenclavement. Le problème crucial, c'est l'école. Il n'y a qu'une seule école publique ici, ce qui fait que les effectifs sont pléthoriques dans les salles de classe. Pour la desserte en eau, attendons aussi. Les tuyaux ont été installés, mais les branchements, non. Si par exemple une femme est en travail la nuit ici, c'est le calvaire pour rejoindre le centre-ville.
Situation qui, à en croire ces personnes, pousse nombre d'entre eux à regagner leur habitation d'origine. Zone périphérique de Dapoya. Cette zone, située à quelques encablures du barrage de Tanguin, est devenue au fil du temps un lit des eaux pluviales. Depuis l'inondation du 1er septembre 2009, certains habitants de cette zone ont trouvé refuge à Yagma comme bien d'autres. Mais 6 ans après, ces lieux restent toujours occupés par des populations qui se plaignent pourtant. Quand il pleut, l'eau envahit nos maisons, mais on n'y peut rien. Nous n'avons jamais su qu'habiter ces lieux est interdit par les autorités. Ici, on est en location. Et c'est par manque de moyens que nous sommes toujours ici. Si nous avions les moyens de trouver une habitation ailleurs, on n'aurait pas attendu que les autorités le disent. Monsieur Ouedraogo est un des habitants de la zone. Suite à la pluie de la veille, toute sa cour a été envahie par les eaux et le puits familial rempli d'eau. Même s'il refuse de se prononcer à notre micro, il reconnaît cependant qu'occuper ces lieux constitue un danger permanent pour sa famille et lui. Mais faute de moyens pour construire sa parcelle à Yagma, il essaie tant bien que mal de survivre dans cette zone. Si certains restent toujours sur ces lieux par manque de moyens, ceux qui ont pu construire leur parcelle à Yagma ont abandonné leur propriété entre les mains des garagistes. Comme ici à Dapoya, les zones inondables toujours habitées sont nombreuses à travers la capitale avec les mêmes conséquences. Chose qui interpelle les autorités sur la nécessité de rendre viable le site de relogement de Yagma. 2 éléments donc sont retenus de ce reportage signé par Ibrahim Zongo. Premier élément, c'est notre cupidité en tant que Ouagalais. Dans ce reportage, cette dame-là est en location. Il apparaît évidemment que le propriétaire a simplement pris ce qu'on lui sont dû et aller s'installer à Yagma. Ou parfois, comme c'est le cas, certains à qui on a donné des parcelles à Yagma les ont simplement revendus et sont restés à Dapoya. Ils disent effectivement que la zone de Yagma a besoin d'être aménagée et de reprendre un certain nombre d'éléments de vie. Et ça, c'est le deuxième élément. Je pense que lorsque notre État prend un engagement, nous devons aller jusqu'au bout de la logique. On ne peut pas délocaliser des personnes et ne pas les accompagner avec le minimum d'infrastructures, le minimum de commodités, le minimum d'éléments nécessaires à leur vie en communauté. Il s'agit notamment de marchés, de centres urbains, de centres d'éducation pour les enfants et simplement parfois d'eau et d'électricité. Il faut que notre État donc assume ces éléments-là. Mais l'élément important également, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas normal qu'après avoir donné des parcelles à certaines personnes, cette zone-là ne soit pas simplement vidée de ces populations. Où est passée l'autorité de l'État? À un moment donné, il faut quand même que notre État s'assume. Je dirais encore, c'est les suites de ces 27 ans où la fin du règne a été celui de toutes les possibilités pour conserver le pouvoir, mais à nous également de prendre notre responsabilité. Où est passé cet État-là? Le deuxième élément que je propose, c'est Bissiguen. Les pluies de ces derniers jours ont totalement inondé la ville. Et si je vous propose ce reportage-là, c'est parce que vous avez à l'intérieur ce que les gens pensent de ce qui peut être fait en termes d'aide. Les personnes sont dans les zones inondables. On leur demande donc de quitter les zones inondables, elles ne le font pas. Les inondations arrivent, l'État trouve donc des moyens pour les loger. Et ce qui s'est passé, c'est que l'Action sociale a arrêté de recenser les populations sinistrées. Parce que tout le monde à Bissiguen est devenu sinistré. Cupidité, quand tu nous tiens, ce reportage signé donc par Ibrahim Zongo. Le dimanche 2 août 2015 a été difficilement vécu par les habitants de Bissiguen à Ouagadougou. La pluie matinale du jour a provoqué d'énormes dégâts. Voici le constat qui se dégageait après la pluie. Des maisons effondrées, des vêtements et autres affaires à même le sol, tout baigne dans la boue. C'est le désarroi total qui règne ici. Nous avons subi d'énormes pertes. On ne sait plus à quel sein se vouer. Il faudrait qu'on nous vienne en aide, sinon c'est la confusion totale. Vous-même, vous voyez, les maisons sont écroulées et les vivres inconsommables. Sur le champ, les 423 sinistrés ont été relogés ici à l'école primaire de Bissiguen en attendant une aide des pouvoirs publics et du gouvernement. Là également, les témoignages sont aussi émotifs. Je n'ai pas pu prendre grand-chose de chez moi avant que la maison ne se fonde. Ce soir même, il faut que je demande des pailles aux gens pour couvrir mes enfants. Moi, je suis arrêtée ce matin-là. Je n'ai que 300 francs avec mes 2 enfants. Je n'ai pas de mari.
Mon mari est décédé. Je suis là-bas. Si je gagne une maison pour aller là, en tout cas, même si je n'ai pas à manger, je vais me débrouiller. Je n'étais pas à la maison quand il pleuvait. Le temps que j'arrive à la maison, les eaux avaient envahi la chambre et sur le champ, j'ai pris mes enfants pour m'échapper avant que la maison ne tombe. Les salles de classe reconverties en dortoirs devraient servir d'abri temporaire. Des nattes étalées ça et là, quelques affaires extirpées des maisons avant leur effondrement sont aussi rangées à côté. Au lendemain du sinistre, le désarroi et le désespoir prévalent toujours sur le site de relogement après une nuit calamiteuse. En tout cas, la soirée que nous avons vécue hier là, c'est une soirée très difficile avec nous. On a dormi dans les écoles là, les moustiques là nous ont bien mangé. On a eu un peu de riz, mais ça ne nous a pas rassasié. Les enfants ont souffert. On nous a donné des nattes, mais c'est insuffisant. En tout cas, ça n'a pas été facile. Les moustiques nous ont fatigués. C'est à la dernière minute, vers les 20h, qu'ils nous ont envoyé des pains en coupant ça en demi-morceaux, donnant aux gens qui n'ont qu'à manger. Donc bon, il y a d'autres qui ont pris, il y a d'autres qui n'ont pas pris. Bon, comme il y avait la police qui était là, qui a sécurisé le lieu, ça fait qu'un an, bon, on a dormi sans souci. Déjà, les sinistrés attirent l'attention des autorités sur les éventuels dédommagements qui pourraient être décidés en leur faveur. Nous voulons que les autorités nous aident, mais nous voulons que cela se passe également dans la transparence. La dernière fois, il y a des gens qui ont profité de parcelles, pourtant ils ne sont pas sinistrés. Nous voulons que cette fois-ci, les autorités suivent chacun pour faire le constat des sinistres avant d'attribuer une quelconque aide. Chaque année, nous vivons ces catastrophes, mais je pense que le problème se situe au niveau du processus de relogement. Il est souhaitable que les autorités déguerpissent tous ceux qui sont aux abords du barrage pour les reloger ailleurs au lieu de trier ceux qui ont été victimes d'inondations. Bisgui est situé dans l'arrondissement numéro 8 de Ouagadougou. C'est cette partie du quartier, longeant le barrage de Rimketa, qui fait chaque année les frais de la saison pluvieuse. Une vallée d'environ 2 km. Cette zone avait été attribuée aux rapatriés de la Côte d'Ivoire en 2003. La croissance démographique née de l'exode rural a poussé les populations à occuper cette vallée à usage maraîcher. Comme son nom l'indique, Bisgui est une localité sablonneuse, une terre impropre à la construction à usage d'habitation, comme la plupart des sols de la région du centre, ce qui implique une responsabilité des sinistrés dans ces inondations. Une responsabilité des sinistrés, mais une responsabilité collective, parce que nous sommes tous, face à cette situation-là, fautifs. Nous avons un État qui refuse de s'assumer, qui ne regarde pas effectivement et qui ne prend pas les mesures qu'il faut. Nous avons des personnes qui sont dans l'assistanat continuel et qui veulent profiter de cette situation. Mais nous avons aussi surtout une population à Ouagadougou qui fait 2 500 000 habitants au moins et qui aujourd'hui est dans un besoin d'urbanisation que notre État ne suit pas. Il y a donc intérêt, pour éviter ces situations-là, à appliquer une méthode, je ne dirais pas révolutionnaire de la période sankariste, mais à trouver des réponses permanentes et structurantes pour que demain, cela ne se pose pas. Chaque année, inondation est synonyme, pluie et inondation est synonyme d'inondation, et inondation chez nous de mort et de calamité. Il faut donc trouver définitivement une situation pour ces populations qui, en plus, sont des populations défavorisées, sont issues pour beaucoup de l'exode rural ou pour beaucoup, simplement, des personnes qui n'arrivent plus à vivre aujourd'hui à Ouagadougou à cause du coût de la vie. C'était donc le dossier d'aujourd'hui, avec notamment un travail signé Ibrahim Zongo. Dans quelques instants, c'est le 20h. Je vous souhaite une très bonne écoute de cette session d'actualité, juste après le débat. Merci et bonsoir.